vite, puis toujours la tête grosse, tout le kit. Elle a comme appris, elle se bat. C'est ça. Dans la famille aussi, c'était rock'n'roll, fait que, tu sais, elle avait appris à jouer aussi. Ouais. Quand tu as le bagage, puis quand tu C'est ça. pas, là. Justement, tantôt, Benoît me demandait ça, d'où je venais, puis c'est un peu ça, moi, avec. J'ai toujours été corpulente, j'ai maigri, j'ai rengraissé, j'ai maigri, j'ai rengraissé. Puis moi aussi, je me suis toujours battue par rapport à ça. Donc, moi, avec, ça provient probablement de là. Ça me fait penser, tu sais, un reportage que j'ai il y a 2 semaines, c'est une fille qu'elle a changé de sexe, c'était comme un. C'est un gars avant, puis Oui. bon, genre, elle est super cute cette fille-là, super cute. Moi, ça, on m'a pas dit que c'était avant, c'était un gars, je savais pas. Sûr. Là, elle arrive pour des embrouilles, tout ça. Ah, ben là, on se dit, moi, je pense qu'elle s'assume physiquement, les grands, elle s'assume, c'est toujours l'entreprise, c'est ça. c'est pas pareil. C'est ça. Tant qu'elle n'a pas fait tous les changements gouvernementaux et tout ça, non, il faut attendre que les filles avancent. Oui, parce que là, sa carte d'assurance maladie, mettons, elle s'appelle Julien. Dans le fond, c'est Julien. Ouais, je me rappelle plus son nom, mais. Je l'ai trouvé sur Facebook, je me suis dit, je vais peut-être l'écrire en utilisateur, mais je trouve que là. Parce qu'elle a fait Julien quelque fois qu'on le disait, super, puis merci d'avoir parlé de ça, tu sais. Salut, ça va bien? Je me dis, elle était belle. Il faut plus belle que ce soit Vous êtes en direct. Vous êtes en direct maintenant. Manger mon père, manger ma mère. On mord tous les deux. Ils ont des bonnes maquilleuses, mais bien. Oui, mais il y en a des belles. Avec la caméra HD, c'est la HD. Ça, la il y a plus de crevasses qui paraît avec ça, là, Ils devraient me demander, la maquilleuse de s'arranger avec les nuits de poils aussi. de vrai, comme tu dis. Ah oui, ah oui. Oh oui, c'est bien correct, c'est bien correct. On peut préparer mes affaires. C'est positif, comme je t'ai dit. Bien correct. Comme c'est là. Dans la livraison. Il connaît par cœur. Ah oui. Ben, quand j'ai fait le texte pour le petit texte sur mon Facebook pour Jean de Cœur, c'est ma mère activiste. Ben oui, j'ai trouvé ça assez cute. Ta mère activiste? Ben Ouais, oui. c'est vrai. C'est cute. Il y a ta mère activiste, le cartable qu'elle a, ma fille. La fille clochette. Si elle cherche chez moi, tu vas pouvoir finir ses phrases. C'est ça. Oh boy. C'est demain de la grosse affaire. Ouais, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de savoir parce que est-ce que Linda Gauthier gagne? Honnêtement, là, je vais te dire, là, dans mon corps intérieur, je pense que non. Mais Ouais. déjà, qu'on se soit rendu jusque-là. Ah oui, c'est déjà bon, c'est déjà bon. C'est sûr que ça serait le fun. Au moins, pour une fois, on sait qu'il n'y a pas de la pression des autres. C'est ça. La sauce pour nous voler le cash, tu sais. C'est ça. C'est ouais. Au moins, ils sont pas là, tu sais. Non, c'est vrai. Imagine-toi s'ils étaient là. Exactement. C'est tellement insultant, là. Ils n'ont pas le droit d'échanger. Phew. Phew. Ils en reçoivent tellement. Ouais, mais j'ai hâte pareil de Ouais. C'est avec France Castel, ça, c'est France Castel, Michel Barré. Tiens, c'est une fois l'émission, là, les enfants de la télé. Oh my god, j'ai failli mourir, je me suis dit, le monde, il monte capote, t'étais comme, ouais, mais j'ai entendu de parler. Elle avait ma seule chance. C'est le fun, des fois, c'est pas trop non plus. C'est ça. Ah, t'as ton petit crayon de résultat en plus?
Oui. Ben, je suis le CA du rituel, Ah je suis oui. la preuve du contraire. Je sais, comme on fait ça chez moi. Chaque fois que je le vois, le même. Tu peux changer ça pour un crayon de Ah, pas grave. Ça sera peut-être quasiment mieux. Ouais, ça fait personne n'écrit Moi, ce sera bien. Quand tu vas me le dire. Moi, ça me dérange pas. OK, on va faire une petite intro avant, comme ça, moi, tu vas faire tout mon monde dans la lecture. Donc, je vais attendre que les deux autres sont partis. C'est bien correct. Là, je le trouve pas, Laurent, ça va être. Oh, non, moi, je disais ça de même parce que j'avais trouvé ça sur Il y a juste le petit pad que j'ai pas enlevé. Donc, Mais le pad est cool pour dire que, dans le fond, on écrit des affaires qui servent à rien dedans. Ça les représente bien. c'est ça. Ouais. Absolument. Fait que les sushis, les a pas portés. Ah, moi j'aime ça, mais pas celui-là avec des algues. Je sais pas comment ils appellent ça. Avec les J'ai nourris. juste des sashimi, j'ai juste du riz pour poisson. Ouais. Ah oui, Faut pas que ça goûte les algues. c'est pas pire. Plus, C'est plus poisson. c'est le marin. C'est moi, c'est ça. Moi je suis pas capable. Sashimi, c'est Ouais, ça, c'est juste des gros morceaux. ça, c'est bien. Ça, c'est bon. C'est bon, ça, avec Sushi? Là, ils sont vraiment bons, c'est comment, c'est trop drôle. Ah, déjà. Fait que micro, comme Ben, je sais pas, là, je vais l'aider avec quand ils vont être assis. Bon ben, bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette conférence de Mme Linda Gauthier, qui est présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. C'est un groupe qui a été créé en 2009 et qui mérite largement d'être connu. Mais je vais arrêter ici, parce que c'est pas moi qui est censé parler, que je peux laisser la parole à... Ben, bonjour tout le monde. Est-ce que vous trouvez que je parle assez fort? J'aurais pas besoin de prendre le micro. C'est correct? Ah ben, je remercie l'Association des étudiants handicapés de l'UQAM de m'avoir invité à cette conférence-là pour venir vous parler d'un sujet qui nous tient au RAPLIC particulièrement à cœur, l'activisme. On est un groupe qui se distingue, puis j'oserais même dire, je pousse la prétention jusqu'à dire que c'est un groupe, je pense qu'on est peut-être unique, là, présentement, en tout cas, et on ose espérer qu'on ne demeurera pas tout le temps unique au Québec. Le RAPLIC, c'est, comme disait Benoît, c'est premièrement, je remercie tout le monde d'être là, hein, excusez-moi, j'avais complètement oublié, sur votre heure de dîner. Puis moi, j'ai pas de sushi à vous offrir, mais j'ai d'autres choses qui sont bien intéressantes quand même, que Benoît vous distribuera tantôt. Alors, je disais donc que nous, on est peut-être un des rares groupes des années 2000, en fait, qui sommes des activistes parce que le milieu associatif au Québec, étant les organismes voués à la défense des droits des personnes handicapées, est-ce qu'il y en a ici qui font partie de certains groupes qui sont au sein du CA, d'un organisme en défense des droits? Est-ce que je pourrais connaître lequel? C'est pas une défense des droits, c'est un groupe de support, là, la clé des champs pour les personnes avec des troubles anxieux. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Isabelle? Oui, mais je suis à Président, je suis à Vietnam. Laurent? C'est vrai que C'est gênant. il faut mentionner ça. Avec le RAPLIC, je suis sur le CA du RAPLIC. Trésorier. Ouais, Laurent, c'est notre trésorier. Alors, c'est ça. Je dirais bonjour. Je dirais que le RAPLIC, c'est un groupe qui est pas achetable, qui a des convictions profondes. Et là, je vais peut-être un petit peu blaster, mais je nommerai pas de nom. C'est sûr que là, j'ai pas l'intention de varloper, mais le milieu associatif tel qu'il est présentement entretient souvent, malheureusement, des relations incestueuses avec leurs bailleurs de fonds. C'est-à-dire que, comme je racontais tantôt aussi à Benoît, c'est que
quand on reçoit une subvention, c'est difficile de mordre la main qui nous nourrit. Or, on ne revendique pas. Déjà qu'une personne handicapée, d'emblée, n'est pas revendicatrice parce que, de facto, ils ont peur de perdre leurs privilèges, qui sont des droits, en fait. Fait que ceci étant dit, ben, on ne sent pas la tendance d'activisme dans la majorité des organismes comme on l'est au Rappli. Le Rappli qu'on a fondé cet organisme-là, on était 4. Et puis, c'est peut-être là de frustration. À un moment donné, on était tannés de voir que, en tant que payeur de taxes, en tant que citoyen, en tant que on était bien écœurés de passer tout le temps pour des citoyens de seconde zone. Fait qu'on s'est dit que ça va faire. La discrimination, puis les passe-droits, puis le fait de sentir tout le temps ce système d'oppression-là qui est au même titre que le sexisme ou le racisme, qui est de l'handicapisme en fait, on s'est dit, on va arrêter ça une fois pour toutes, puis on va militer pour éradiquer rien de moins que la discrimination qui est souvent faite à l'égard des personnes handicapées. Puis pas juste des personnes handicapées, ce qu'on recherchait au-delà de tout ça, c'est l'inclusion finalement. Alors on a fondé le RAPLIC le 18 décembre 2009. Et à partir de ce moment-là, on est devenu le caillou dans la chaussure de bien des instances. Vous dire qu'on est aimé par ceux qu'on assiste, qu'on défend, on se sent un petit peu comme les Robins des Bois, des fois, là, de l'activisme, justement. C'est sûr que les décideurs politiques, les instances, autant les grosses compagnies privées, tout ça, on les fatigue beaucoup. Okay? Il y en a d'autres, par exemple, qui nous reçoivent bien, nous disent, ben écoutez, si on ne savait pas ce que vous nous dites là, exemple, vos endroits ne sont pas accessibles, vos employés ont des préjugés à l'égard des gens qui ont des limitations, ben ils ne sauraient pas. Puis en quelque part, ils ont raison, parce que moi, j'ai la sclérose en plaques, j'ai pas toujours été en fauteuil roulant. Je ne sais pas si je pensais comme ça, justement, quand j'étais pas handicapée. Alors nous, pour commencer, on s'est défini 2 missions, c'est-à-dire une mission qui est répartie en 2 volets bien importants, qui est la revendication. Alors on fait des mobilisations par rapport à ça. Nous, ça ne nous dérange pas d'aller s'enchaîner à des portes, pas au mois de janvier, là, mais l'été de préférence, au printemps, quand la température est plus clémente. Et puis, de prendre le mégaphone, puis de crier haut et fort qu'ils ne sont pas corrects, de nous faire subir ce qu'ils nous font subir. Et on a un autre volet qui est bien important, c'est l'assistance et la défense, en défense des droits. Puis notre principal partenaire, je dirais, qui est devenu en quelque part aussi un mise en cause pour nous, mais en tout cas, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, c'est auprès de cette instance-là qu'on va assister des personnes qui ont été victimes de préjudice. Ici, c'est sûr que des personnes qui ont des limitations motrices, en tout cas là, j'en vois 3 avec moi. Si je vous dis 4, si je vous dis, exemple, il y a 7 stations sur 68, stations de métro, qui sont accessibles. Et ça, c'est incluant les 3 de Laval qui sont venus au monde comme ça. Est-ce que vous trouvez que, selon vous, est-ce que vous pensez que ça peut être de la discrimination, ça? C'est de la discrimination à quel titre, d'après vous? C'est direct, c'est indirect, c'est flagrant, c'est comment? Est-ce quelqu'un qui pourrait me donner cette réponse-là? C'est ça, c'est indirect, okay, mais c'est flagrant. On a commencé tranquillement, on a commencé bien softcore à revendiquer ces affaires-là en conseil de ville, parce qu'on fait beaucoup de représentations au conseil de ville de Montréal, les conseils d'arrondissement aussi. Donc on a commencé tranquillement en leur disant, parce qu'évidemment la STM c'est un organe de la ville de Montréal, y aurait-il possibilité de faire quelque chose? Là, ils nous ont dit, bien, on a voté un plan de développement à la STM qui
prévoit la mise en accessibilité de 3 stations par année. Ça, c'était en 2008 que ce plan-là est sorti. Et en 2010, le plan a finalement avorté parce qu'il avait mal calculé, tout simplement. Alors, ce qui était 3 stations par année est devenu 0,8 par année. Et à ce rythme-là, croyez-le ou non, on va avoir un métro complètement accessible, tant et aussi longtemps, bien évidemment, qu'ils ne prolongeront pas ce métro-là, qui ne prolongeront pas les lignes, les stations. Il va être complètement accessible en 2085. Alors, c'est sûr que je ne serai pas là pour vous en reparler, pour vous dire que j'ai fait un round trip dans le métro. Ça, c'est bien certain. Je suis sûre que ça, je n'en reparlerai pas. Alors, il y a ça qui est discriminatoire. Donc, on s'est dit, nous autres, on va demander un avis au contentieux de la Commission des droits de la personne. Et on va leur demander si, selon eux, c'est plausible, puis on a des chances de gagner dans un avenir assez rapproché. Je mets ça dans un horizon de 10 ans. Si on porte plainte contre la STM, le ministère du Transport du Québec et la Ville de Montréal, bien évidemment. C'était gros, là. C'était notre première grosse plainte et on l'a faite et nos plaintes ont été jugées recevables. Il y a ici même des gens qui font partie de ces plaignants-là. C'est loin d'être réglé. Et il fallait commencer en quelque part, c'est bien certain. Ça peut prendre encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Sauf que si on ne le fait pas, on ne peut pas se fier sur les autres organismes qui le feront probablement pas parce qu'ils reçoivent des subventions de tous ces gouvernements-là. Nous autres, cette année encore, les bailleurs de fonds, en tout cas pour ne pas tout les nommer, ils nous ont encore dit non. Notre nom les fatigue beaucoup. Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. L'inclusion au Québec, ça va. Activistes, ils n'aiment pas ça. C'est à cause de ça qu'on n'a pas reçu d'argent? Peut-être. On va continuer à faire des soupers spaghettis pour payer nos impôts. Parce qu'on n'est pas financé, on ne reçoit pas de subvention de base. Alors, c'est des dons de nos membres, c'est de l'autofinancement par des soupers spaghettis, des cocktails bénéfices. On quête beaucoup. Mais j'aime mieux quêter comme un prostitué. Ça, c'est mon opinion. Alors, il y a eu ça, il y a eu le dépôt de la plainte qu'on attend toujours après la STM. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, en assistant une dame qui avait affaire à la Commission des droits, justement, elle est restée prise dans un mont de charge qui mène dans l'immeuble de la Commission des droits. Puis la dame a fait une crise de panique assez importante, là. On l'a retrouvée en bas, dans l'ascenseur, elle soufflait dans un sac brun, puis ça n'allait pas besoin. Fait qu'elle a décidé de porter plainte contre les gestionnaires du bâtiment, mais qui mettaient évidemment la Commission des droits dans l'eau chaude parce que la Commission des droits est là depuis 1976, dans ce pays. Il y a eu une conférence de presse majeure, ça les a vraiment mis dans l'embarras et c'est correct. Parce que ça, c'est une des raisons, comme je vous dis, c'est peut-être une des racines là, de l'activisme. C'est le fait qu'on le sait, c'est un de nos partenaires, mais il fallait faire quelque chose parce que c'était pas correct d'accepter ça. Eux autres, ils sont locataires dans cet immeuble-là, mais c'est où tu fais de la pression sur ton gestionnaire de l'immeuble ou bien tu déménages. C'est pas normal que les défendeurs des droits humains soient là depuis 1976 et qu'ils fassent rien pour l'accessibilité. On s'entend-tu? Pourquoi les personnes qui ont des limitations, quelles qu'elles soient visuelles, qu'elles soient motrices, qu'elles soient des troubles anxieux, okay, des problèmes de santé mentale, limitations intellectuelles, problèmes auditifs, cognitifs, c'est pas normal, en quelque part, qu'on soit considéré comme, ben, c'est pas important. Parce que, premièrement, on parle aussi de la population qui est vieillissante. On s'en va là. En 2020, on va être quand même 20% de la population à mobilité réduite, plus ou moins réduite. Peut-être pas nécessairement en fauteuil roulant, mais pas mal la cuisse moins légère. On l'a déjà eu. Fait que, pour l'ensemble de ces raisons-là, nous, on a décidé, quand on a fondé le RAPLIC,
avec un horizon encore là plus ou moins long, on s'est dit qu'on voulait complètement éliminer la discrimination. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est d'obtenir ce qu'ils ont en Ontario puis ce qu'ils ont au Québec. En Ontario, ils ont the Ontarian with Disability Act. Aux États-Unis, ils ont the American with Disability Act. Et c'est fort, là. Okay? Je vais prendre l'Ontario, parce que les États-Unis, tout le monde dit que, il y en a bien qui disent, ouais, mais eux autres, pas pareil, ils ont eu la guerre du Vietnam. C'est une méchante raison, mais n'empêche que c'est un peu vrai, mais quand même, tu sais. En Ontario, il y a eu une bande de militants qui sont devenus activistes parce qu'ils n'ont pas arrêté de taper sur le clou. Et ils ont réussi à obtenir justement cette loi-là, okay? La loi des Ontariens avec des limitations. Et cette loi-là fait en sorte que tous les immeubles publics, toutes les compagnies de transport, quelles qu'elles soient, là, que ce soit le Toronto Transit Company, que ce soit VIA, que ce soit en tout cas tout ce qui est transport à l'intérieur de l'Ontario, doit devenir accessible pour le 1er janvier 2025. Sinon, les compagnies de transport vont avoir une amende de 100 000 par jour et les immeubles publics 35 000 par jour. Eux autres, ils n'ont pas eu peur, là, finalement, à un moment donné, de dire « c'est ça qu'on veut ». Puis les tribunaux leur ont donné raison, puis ils ont établi des règlements en disant « c'est ça qui est ça ». Fait que, il y avait quand même, ça c'est en 2004 que c'était adopté. Fait que ça leur donnait quand même un bon bout de temps. Il y avait 21 ans pour se rendre accessible. Nous autres, on a demandé à la Ville de Montréal de rendre l'ensemble de ces terrasses. S'entends-tu que c'est juste des terrasses? C'est quelque chose qui est temporaire, là. De les rendre universellement accessibles, parce qu'il y en a qui sont à 12 pouces du sol, pas de rampe, là. C'est comme nous autres, on mange pas, puis on n'aime pas ça prendre une bière, tu sais. On leur a demandé, ils nous ont dit, OK, finalement, puis ça a pris, là, vu qu'une commission permanente se réunisse en ville, tu sais, des affaires bien compliquées, là. Et finalement, là, ils sont sortis avec quelque chose qui était donc fier de nous dire. Dans 5 ans, toutes les terrasses de la Ville de Montréal vont être accessibles. Ouais, puis moi, je vais peut-être être morte, tu sais. Bon. C'est une farce, là, mais ça, on leur dit ça comme ça. Dans 5 ans. Et la raison qu'ils nous ont donnée, c'est on ne peut pas leur demander de faire ça tout de suite parce que ça brime les droits des commerçants. Ouais. Puis les miens, puis les siens, puis les vôtres, sont-ils brimés vos droits? À un moment donné, c'est pour ça qu'il faut se lever. On a des lois au Québec qui sont fortes. Là. Il y a la loi assurant l'intégration des personnes handicapées. L'article 56. On a plein d'outils qui sont quand même forts. Là. Il y a une politique de toute beauté qui est sortie en 2008, je pense, si je ne me trompe pas, qui est la politique de l'OPHQ, okay, l'Office des personnes handicapées du Québec, la politique à part entière, qui est venue remplacer à part égale. Ils ne sont pas mis en application. C'est des bonnes lois. C'est pas parce qu'on les a pas, on les a, mais ils ne sont pas mis en application. Fait que là, nous autres, on veut exactement la même chose qu'eux ont tous. L'accessibilité aux bâtiments, c'est pas normal qu'il y ait c'en est de la discrimination, c'est aussi le dépanneur du coin qui a 2 marches, puis quand même qu'il y a un petit seuil, ça, d'épais, je peux pas y aller. Comme dit un de nos collègues, juste un seuil de quelques centimètres, pour moi, c'est comme une pyramide d'Égypte, je peux pas plus le gravir. Moi, ça me discrimine. Okay? Ça brime mes droits. Et c'est pas normal qu'il y ait une régie qui s'appelle la Régie du bâtiment du Québec, qui a un code de construction qui découle de ça, qui est le code de construction du Québec, qui est truffé d'exceptions.
Si le local est moins de 300 mètres, tu n'es pas obligé de le rendre accessible. Si ton bâtiment il est plus vieux que 1976, tu n'es pas obligé de le rendre accessible. Si c'est un immeuble à logement qui en a moins que 9 puis moins que 2 étages, tu n'es pas obligé de rendre ça accessible non plus. N'importe quoi finalement. Fait qu'en bout de ligne, on se retrouve que ben, nos droits sont brimés. Puis encore là, il y a toujours le fait, ça, là, c'est le ministère qui prend ça en ligne de compte, c'est le ministère du Travail. J'ai jamais compris pourquoi. Puis ça a l'air que c'est international. C'est comme ça un peu partout. Je suis en France, en Belgique, en Irlande, c'est comme ça aussi. Fait que nous, on a décidé de les poursuivre. Ça a l'air prétentieux, mais c'est la seule façon, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Sans compter qu'on a remarqué qu'à Montréal, les immeubles, tous les immeubles, les constructions qui sont neuves, autant au niveau résidentiel, qu'ils soient commercial ou industriel, depuis le 7 novembre 2000, se doivent d'être de plein pied. Je ne parle pas avec une rampe, là, vraiment de plein pied. Et puis, juste dans les immeubles résidentiels dans Montréal, il y en a 7,2 sur 10 qui ont été construits depuis 2010. J'ai juste regardé ceux-là qui étaient depuis 2010. Ils ne sont pas accessibles. Ils ont des marches. Ça coûte moins cher à construire, je ne le savais pas, ça coûte moins cher à construire avec des marches que construire de plein pied à cause des ancrages ou des solides. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Fait que, pour sauver des sous, nos droits sont brimés. La Régie du bâtiment reçoit les plans et devis des contracteurs, puis quand bien même qu'il y aurait quasiment 15% de la population qui sont à mobilité réduite, c'est pas grave, ça coûte moins cher. On saigne ça, on entérine ça. Les arrondissements, c'est la même chose. Fait que c'est-tu normal qu'un code de construction brime les droits des gens comme ça? Selon nous, non. Alors c'est pour ça qu'on est des activistes. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Tableau. Bon. Ah oui. On commence tranquillement, comme je disais tantôt, on est de juridiction provinciale, puis nos actions sont plus concentrées à Montréal. Il y a une raison à ça. C'est qu'on est un groupe de bénévoles, on n'est pas subventionné, je l'ai dit tantôt, et on est un petit groupe. Dans notre équipe, on a quand même près de 200 membres maintenant. Okay? Au sein du CA, on est 8 et il y a plusieurs universitaires. Donc on ne peut pas leur demander, évidemment, de mettre beaucoup d'heures là-dessus, puis le rappeler quand même, on en prend large. Juste pour vous donner une idée, on a 61 dossiers là, présentement devant la commission des lois. Alors, il faut faire des suivis là-dessus, il faut faire de l'assistance. Puis, vu qu'on est une petite équipe, on ne peut pas s'étendre plus. On voudrait parce qu'on a des membres un peu partout. On en a à Cap-au-Mul, on en a à Québec, à Trois-Rivières, à Shawinigan, puis tout ça, mais on ne peut pas malheureusement aller les aider. Or, à un moment donné, peut-être que ça va venir parce qu'on commence tranquillement à se trouver des émissaires un petit peu partout pour être capable de faire des petits puis avoir des ramifications pour que ça devienne plus important. Je le répète, les subventions, c'est sûr que ça peut être important d'en avoir, puis peut-être pas non plus. S'ils veulent qu'on se vende, on ne se vendra jamais, fait qu'on va continuer encore là à faire des soupers spéciaux. Il y a un outil que bien important, je ne sais pas si j'en ai, je pense que j'en aurais pas assez, par exemple, là. Mais en tout cas, si on veut les distribuer, Benoît, qui a été rédigé, voyons, Seigneur, qui a été composé plutôt par notre vice-présidente, Laurence Parent, qui est notre manifeste. C'est malheureux, j'en ai pas assez, je pensais pas qu'on aurait été aussi nombreux que ça. Et puis, ça résume un petit peu qui on est. De toute façon, je vais quand même vous... Si vous allez sur notre site, il est là. Okay? Vous pouvez l'avoir, c'est sur intégral là-dessus. Et puis, un autre outil ici, j'en ai apporté encore là, j'en ai juste 15. Puis ça, vous pouvez l'avoir en ligne aussi, mais ceux-là qui en veulent.
c'est la Charte des droits et libertés. C'est avec cet outil-là qu'on travaille uniquement. Et puis, qu'on ait des limitations, qu'on n'en ait pas, OK? Il y a toujours quelque chose en quelque part qui va faire en sorte que ça regroupe plusieurs personnes, ça regroupe plusieurs groupes, en fait. L'article 10 de la Charte qui nous dit, la majorité des gens la connaissent, finalement, qui interdit toute forme de discrimination. Pour la lire intégralement, toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier à ce handicap. Donc, en quelque part, on doit bien être là-dedans. Hein? Fait que si à un moment donné, vous entrez en, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie puis que vous êtes confronté ou vous subissez un préjudice, il ne faut pas hésiter. Parce que quand on sent qu'il y a une petite alarme, une petite cloche qui nous sonne en dedans, ben c'est le temps. Là, okay? Il faut absolument porter plainte. Si vous ne portez pas plainte, on se laisse manger la laine sur le dos. Puis, soit les décideurs politiques, volontairement, font de l'aveuglement volontaire, ou bien s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas nous aider, c'est bien certain. Je vais tout de suite passer, moi, à la période de questions. Puis encore là, j'ai des chartes ici. Je vais les passer tantôt de moi. J'en ai juste 15, ceux-là qui en veulent, sinon, ben... On va les mettre disponibles à la fin. C'est ça, ok, je vais les laisser là. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Oui. Non, j'ai pas de question, c'est vous. Monsieur Ariane? Oui. Des fois, c'est mélangeant. J'étais curieux de savoir, j'ai commencé à lire votre manifeste qui est vraiment une grande beauté et qui est très radical, justement, comme manifeste. Vous en avez beaucoup d'énergie sur la voie légale. Je me demandais justement, c'était quoi la réflexion stratégique sur le fait, d'une part, d'avoir des idées qui sont littéralement contre le système à la limite, ou qui ne sont pas à la limite, qui sont clairement contre le système, mais en même temps, pouvoir pénétrer le système d'une certaine façon avec la Commission des droits de la personne qui appartient quand même à l'institution gouvernementale contre laquelle vous luttez aussi. C'est ça. Ben, en fait, oui, puis je pourrais vous dire, ben, l'idée, c'est que on se dit, ben, premièrement, la Charte, on sait que c'est la première loi au Québec, hein, au-delà du Code civil. C'est pas rien. Puis, même à ça, ils n'ont pas le mandat suffisamment... ils n'ont pas un mandat qui est suffisamment étendu à notre goût, à nous, parce que, bien souvent, on peut subir un préjudice, style, c'est une atteinte à notre dignité, sans être nécessairement discriminé. Malheureusement, l'Assemblée nationale, en 1975, a donné le mandat à la Commission des droits de la personne de ne travailler que sur deux aspects, la discrimination et l'exploitation faite aux personnes, qu'elles soient handicapées ou pas. Et à partir de là, quand on formule une plainte, quand on dépose une plainte à la commission, il faut vraiment s'assurer de faire ressortir ces deux facteurs-là, un ou l'autre, en fait, qui la plupart du temps, c'est la discrimination. Et il y a des fois qu'il y a matière là, à porter plainte, là, parce que la personne est vraiment discriminée. Pas discriminée, c'est-à-dire elle est vraiment atteinte, a subi un préjudice important, mais il n'y a pas le facteur de discrimination. Puis c'est pas encore là, des fois, du mauvais service à la clientèle en provenance de son mise en cause ou tout ça. T'sais. Fait que c'est ça qu'on déplore. Puis à cause de ça, il faudrait peut-être la dépoussiérer. Parce que quand même, il y a eu bien des choses d'abrogées, des articles d'abrogés. Il y en avait 134 à l'origine. Puis depuis juin 1975, au moment où elle est venue au monde, cette charte-là, il y a eu plein d'articles d'abrogés, sauf qu'il n'y a pas eu de nouvelles affaires, là, à part, évidemment, en 1978, parce qu'elle est venue au monde en 1975, mais les personnes handicapées ne faisaient pas partie des groupes que je vous ai lus tantôt, jusqu'en 1978. Et là, en 1978, ben là, on a été upgradé dans cet article-là. On a eu le droit d'initier une reconnaissance. Alors,
Puis de nos jours, je pense que c'est important. On parle d'orientation sexuelle, mais il y a des identités sexuelles aussi maintenant. Fait qu'il y a des choses, je pense qu'il faudrait qu'ils soient bon. Et l'intrusion à la vie privée, c'est là, mais si c'est comme pour inspirer autre chose finalement. Ils ne pourront pas travailler uniquement sur ces aspects-là. Fait qu'on a demandé, nous, à l'Assemblée nationale, on n'a pas eu de réponse encore. On a demandé à Jacques Chagnon, on a évidemment Pauline Marois, on a demandé aux partis d'opposition de peut-être essayer de regarder s'il y a la possibilité à faire quelque chose par rapport à ça. D'ailleurs, on peut penser au fait que de nos jours, les discriminations sont plus camouflées, subtiles, voilà. Et les gens, quand on n'aime pas de se défendre contre cette situation-là, elle est faite encore pour les années 70, ou est-ce que c'était beaucoup plus voyant? Donc, oui. C'est ça. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est subtil, on n'a aucun moyen, et tout ce qui est plus, tout ce qui est plus d'impact au niveau psychologique, ce n'est pas encore assez reconnu. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Puis, encore là, moi j'ai eu une peine d'amour, hein, il y a une couple d'années. Parce qu'avant le RATLIC, j'ai pris ma retraite. Moi, en fait, c'est la STM, ou le transport adapté, qui m'a mise à la retraite. C'est pas là que je travaillais, mais c'est parce que je commençais à travailler à 8h30, puis ils venaient me chercher à 6h20 le matin. Okay? Je finissais à 4h30, des fois j'arrivais chez nous à 7h moins quart le soir. C'est pour ça que je dis que c'est forcément eux autres qui m'ont mis à la retraite. J'étais tellement brûlée qu'il a fallu que j'arrête de travailler. Fait que j'ai arrêté de travailler, puis là, je me suis perdue. Je me suis comme étourdie dans plein de cours. Je travaillais dans une institution financière, en fait, pour un siège social, une institution financière. Puis là, j'ai pris des cours en finance. Ça ne me nourrissait pas. Puis par un concours de circonstances, à un moment donné, j'ai eu besoin de la commission des droits. Et puis, je me suis rendue là, puis j'ai été agréablement surprise du traitement que j'ai reçu. J'ai gagné. Et puis, j'ai continué, puis à un moment donné, j'ai propagé la bonne nouvelle. Puis j'avais des amis qui ont eu besoin d'assistance. Puis c'est là que j'ai commencé tranquillement à faire ce qu'on appelle en anglais de l'advocacy, qui est de la promotion, de la défense de droit. Puis, à un moment donné, je me suis comme créé une petite compagnie qui s'appelait pompeusement pour le respect de vos droits enregistrés. Puis là, ben, j'étais toute seule. C'est là que je ne pouvais pas être un OSBL. Ça prend 3 personnes pour être un OSBL. Là, je me disais, mais peut-être, tu sais, pour payer nos mises en demeure, qui sont quand même 10 $, la mise en demeure, ça serait peut-être bon là, si on avait des petites subventions. On n'en a toujours pas plus, mais quand même, tu sais. Puis, à un moment donné, avec la Fondation du RATLIC, on s'est retrouvés en commission des droits pour une médiation, puis j'ai compris, après tant d'années, que c'est pas tout le monde à la commission qui comprend qu'est-ce que c'est la discrimination fondée sur l'handicap. J'ai réalisé, là, je me suis dit, mais ça se peut-tu? Si eux autres ne comprennent pas, c'est des médiateurs, ce sont des avocats pour la plupart, OK? Et si eux autres ne comprennent pas, là, ça va pas bien. Alors là, on a tenté d'expliquer, mais ça, c'est compliqué. Là, tu es obligé d'envoyer une lettre avec tes commentaires à un comité ad hoc, parce qu'ils ont ça, à la commission. Puis si ça ne fait pas, il faut que tu envoies ça au commissaire. Puis là, eux autres, ils vont statuer si tu as raison ou pas. Fait que déjà, tu vis le préjudice, tu vis un problème, OK? Et puis que déjà, eux autres, ils ne comprennent pas. Puis c'est la commission des droits, c'est eux autres qui sont supposés de comprendre au-delà de tout le monde que tu vis un problème, tu sais. Si tu avais, style, admettons, quelqu'un ne veut pas que tu fasses ta prière sur ton tapis en plein milieu d'une cabane à sucre, puis tu vas les voir, ils comprennent ça, mais toi, ils ne comprennent pas ton problème parce que tu ne vas pas prendre le métro parce qu'il n'est pas accessible, tu sais, puis ils considèrent que c'est pas de la discrimination. Ça, ils l'ont considéré, mais il y a plein de facteurs. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une peine d'amour, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens.
faut leur faire attention aussi à la commission. Il ne m'avait jamais dit, moi, qu'il y avait un article qui s'appelle l'article 49, qui fait en sorte que quand vous subissez un préjudice, si vous portez plainte à la commission, vous avez le droit d'avoir des dommages moraux. Vous avez le droit d'avoir une compensation financière en vertu de ça. C'est plate à dire, des fois c'est au-delà de l'argent, mais c'est important de savoir que bien souvent on est atteint tellement profondément, dépendamment de ce qu'on a vécu, qu'on a besoin de voir un psychologue, on peut avoir besoin de plein de choses qui vont mettre un petit peu de baume sur notre plaie. Fait que c'est important de le savoir parce qu'on dirait qu'ils ne veulent pas le dire. Je ne sais pas pourquoi, ça ne sort pas de leur poche à eux autres pourtant. Mais... Oui. Oui, dans le manifeste, il y a une section dans laquelle il y a quand même une critique assez sévère des autres mouvements progressistes. Ouais. C'est-à-dire, on a l'ensemble des mouvements qui luttent contre différentes formes d'oppression. L'handicapéisme s'y retrouverait, ou dans le fond, je pose la question plus des alliances potentielles, ou des non-alliances, ou des... bon, c'est banal de dire que, mettons, le mouvement étudiant n'est pas vraiment du tout l'avant ça, mais là, dans le fond, comme quel mouvement, puis le mouvement syndical, je pense pas que j'ai entendu parler, quoi, pour peut-être les accidents de travail qui peuvent les concerner, apparemment historiquement, mais là, dans le fond, dans les plus grosses organisations, on a juste sur papier, un peu comme des chartes, puis tous des documents qui s'empilent dans les classeurs, mais dans le fond, quelle sorte de solidarité concrète, d'alliance concrète est-ce que le RATLIC peut avoir, comme à l'échelle plus large? C'est ça. Pas celle-là qu'on aurait souhaité, je dois avouer. Comme je disais tantôt, le milieu associatif, à notre grand détriment, et malheureusement, use de beaucoup de concertation. Et des fois, c'est long. Okay? Ça prend du temps. Nous autres, on n'est pas aussi patients que ça. Quand on trouve que déjà, ça fait des décennies qu'on attend, si je reprends encore l'exemple du fameux métro, on a demandé à différents organismes de s'allier. On a fait affaire avec, écoutez, on est membre de la COFAM, qui est la Confédération des organismes de personnes handicapées, qui regroupe 58 organismes. Okay? On est membre d'Europe, le regroupement des organismes de promotion du Montréal Métro, qui en regroupe 35. Ça fait bien du monde, ça. Puis, peu nous ont suivis, malheureusement, parce qu'ils trouvent nos interventions trop musclées. On ne casse pas de jambes encore, mais on fait affaire avec la Commission des droits. On n'en cassera pas jamais non plus. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui vient révolutionner le système. Hein. Vous avouerez qu'on est perçu souvent comme des voleurs de jobs, vu qu'on n'a pas de subvention, puis qu'on fait un job quand même. On fait même souvent le sale boulot que certains ne veulent pas faire. Fait que c'est pour ça la non-alliance. Mais on a quand même certains groupes qui se joignent à nous. Le Frappru, on fait des choses avec eux. Les mouvements syndicaux, non, c'est pas arrivé encore, mais qui nous aiment nous suivre. Là. Madame? Ben oui, en fait, je me demandais, ma question elle sera peut-être pas très claire parce que je ne sais pas comment la formuler. Mais je me demandais, au niveau de l'action que vous faites, souvent la question qui revient, c'est si en fait j'ai une qui a des douleurs chroniques, par exemple, pour elle, ça a été super difficile à l'université de se faire reconnaître comme une personne handicapée, mais elle a les limitations physiques, ce qui fait que la difficulté c'est court. Comment vous travaillez par rapport à justement l'invisibilisation de certaines personnes parce que physiquement ils n'ont pas l'air d'être des personnes handicapées mais ils le sont, donc comment est-ce que vous réfléchissez là-dessus? Mais est-ce qu'elle a reçu un diagnostic? Oui, après 4 ans. Après 4 ans. Bon, si là vous voulez savoir la réponse qu'avant, si elle n'avait pas eu encore son diagnostic, oui, par exemple. Bon, à ce moment-là, on va fonctionner dans différents cas avec le protecteur citoyen. Okay? Pour justement inciter ces médecins ou les gens qui la suivent, ou l'hôpital qui la suit, à poser un diagnostic, parce que ça pose le problème que vous dites. Bien souvent, ils ne sont pas reconnus, donc ils n'ont pas le droit à des preneurs de notes, ou des choses comme ça. Des services qui peuvent aller avec quand on a un diagnostic. Et d'autre part, il y a l'argent aussi. Il y a la Régie des rentes du Québec, quand on a déjà travaillé, qui fait en sorte qu'on ne peut pas obtenir, tant qu'on n'a pas de diagnostic, on ne peut pas obtenir de rente, d'invalidité en fait. Fait qu'il y a ça, puis justement, on a un membre là, présentement qui est confronté un petit peu à ce même problème.
Après ça, ben, quand le diagnostic est posé, ben là, la plupart du temps, c'est quelque chose qui va être facilement prouvable parce que vous savez que la commission fonctionne un petit peu contrairement au système judiciaire, c'est que c'est aux mises en cause à faire la preuve que ce qu'on allègue, on a tort. C'est ça justement, c'est à l'inverse. Est-ce que ça a répondu? Un petit peu? Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter? Mais c'est ça. Si c'est avant d'avoir son diagnostic, mais on y va avec le protecteur du citoyen pour qu'eux, justement, déploient la machine pour qu'elle ait un diagnostic, okay? Parce que c'est important. Puis deuxièmement, sinon, ben, c'est sûr que dans le milieu scolaire, autant au niveau, que ce soit n'importe quoi, à l'université, au cégep, il y a souvent beaucoup de discrimination à ces endroits-là. Fait que, à ce moment-là, on y va, on peut faire enquête par la commission. Puis on refuse d'emblée les médiations dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Quelle sorte de problématique ça peut poser le fait de, dans le fond, vu qu'il existe une variété, dans le fond, la catégorie de personnes ayant des limitations, est une vaste catégorie dans laquelle les personnes n'ont pas les mêmes problèmes de santé. En fond, qu'est-ce que ça fait de travailler avec une telle diversité de limitations qui fait en sorte que, dans le fond, c'est un groupe qui est hétérogène en grande partie. Est-ce que vous travaillez avec le fait comme aussi de une personne qui, par exemple, va se représenter comme vous, qui est en fauteuil roulant, comment est-ce que vous êtes capable de vous solidariser également dans le groupe avec les personnes qui peuvent souffrir de surdité ou d'anxiété chronique? Ça amène, j'imagine, quelques tensions. Ben, quelques tensions, non. Justement, on pourrait s'en servir peut-être comme étant des atouts parce que si on a un dossier, justement, je sais pas, quelqu'un qui va solliciter notre assistance puis qui a des limitations auditives, ben on a des membres qui vont pouvoir nous aider. On a quand même qui nous sert un petit peu de comité consultatif, je vous dirais. Sinon, on va faire appel à d'autres organismes. On travaille, on a des dossiers avec le regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal. On a des membres qui sont non-voyants ou amblyopes aussi. Fait que je veux dire, eux, ils vont nous apporter leur expertise aussi commencée. Malgré que là, on a traité plusieurs dossiers depuis la fondation du RAPLIC. Fait que là, on est un petit peu plus à même de connaître. Mais si c'est des problèmes qui sont reliés à des problèmes, exemple, de santé mentale, qu'on ne serait peut-être pas tout à fait, plutôt que de mal servir les personnes qui font appel à nous, on va tout simplement les référer ailleurs. T'sais, fait que s'allier, oui, mais je veux dire, on va aller où est l'expertise aussi. C'est bien certain qu'on est capable d'apporter un support dans le cadre de nos connaissances. Mais si on ne connaît pas ça, on ne s'enlignera pas là-dessus. Mais je ne vous cacherai pas qu'à date, le gros des plaintes, le maximum des plaintes qu'on a eues, c'est plutôt des refus d'accès, je dirais, puis peut-être un certain pourcentage, là, en majorité, c'est des personnes qui ont des limitations motrices ou visuelles. D'accord. Je sais que vous avez un conseil d'administration, vous l'avez mentionné, mais comment vous fonctionnez le reste? Comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez l'Assemblée générale annuelle, biannuelle? Annuelle. Annuelle? Oui. Y a-t-il d'autres comités à l'intérieur? Et ça, là, vous voulez voir le Pandore, en tout cas, puis ceux-là qui seraient intéressés, en tout cas, des fois. Premièrement, on n'a pas besoin, pour être membre, on n'a pas besoin d'avoir des limitations, OK? Parce que chez nous, je dirais qu'il y a peut-être un tiers des membres qui ont des limitations et 2 tiers qui n'en ont pas. On a un conseil d'administration qui est composé de 9 personnes, puis là, il y en a une qui va nous laisser parce que par manque de temps. On a l'Assemblée générale, la prochaine est le 25 mai. Et les comités. Bon. On a un site web, premièrement, qui est très dynamique, qui est en 3 langues. Faute de temps, c'est anglais, français, anglais, espagnol, mais faute de temps, malheureusement, il va falloir laisser tomber l'espagnol. Parce que ça prend des gens pour être capable de traduire dans ces 2 langues-là. Moi, j'ai pas le temps de le faire, puis
puis la majorité des... En tout cas, c'est juste pour maintenir celui-là en anglais. Puis on ne veut pas quand même faire de la discrimination non plus pour nos membres qui sont anglophones, vous comprendrez, en le faisant juste en français. Fait qu'il y aurait le comité traduction, ensuite il y aurait plein de comités là, qui pourraient se joindre, aussi le comité communication quand on fait des événements, contacter les salles de nouvelles, on s'est entendu que c'est long, leur envoyer des courriels. Puis si on avait les moyens juste de passer des communiqués Telbec, CNW, pas de problème, tu écris ton texte, t'envoies ça, ça va bien. C'est parce qu'on n'a pas de sous. Fait que bien souvent, c'est nous autres qui épondent nos communiqués, puis il faut appeler les salles de nouvelles, leur envoyer des courriels. Et c'est long de faire ça. Fait que, déjà on travaille 75 à 80 heures semaine, bénévolement, c'est pas grave, on a la passion, on s'en fout là, de ces sous-là, mais c'est le temps qui nous manque, malheureusement. C'est ça. Fait que oui, à la prochaine Assemblée générale, on voudrait créer des comités, mais on est en train de penser comment on va faire, parce qu'il faut faire des suivis là, de ces comités-là. Les responsables de ces comités-là, il va falloir qu'ils se réunissent et nous faire des comptes rendus. Fait qu'il faut prendre ce temps-là aussi. Fait qu'on essaie de penser à une espèce de stratégie, comment est-ce qu'on va faire, mais il faut que ça se fasse, c'est sûr, puis on a besoin d'aide. Fait que ceux-là, des fois qu'il y aurait une petite heure à donner, je vais laisser un paquet de cartes d'affaires, là, puis vous nous contactez, s'il vous plaît. Oui. Je complète le certificat en espagnol si jamais ça peut être possible. Yes! Si, por favor. Vous parliez dans vos moyens d'action que vous utilisez beaucoup la judiciaire. Oui. Est-ce que vous utilisez aussi d'autres moyens, piquetage, manif? Ou... Ah oui, c'est sûr. On n'en a pas vraiment parlé. Si vous avez le temps, vous irez voir sur notre site. Oui, on fait des choses que, comme exemple, le 29 septembre 2011, on a deux, Laurence et Julien, qui utilisent des aides à la mobilité. Ils ont embarqué au métro Lionel Groulx, ça c'était orchestré. Et puis, ils sont descendus à la station Place des Arts, qui évidemment n'est pas accessible. Et moi, pendant ce temps-là, c'était tout arrangé, cette affaire-là. J'étais à un symposium du 150e de la STM au Théâtre Astral, qui est à côté de la Place des Arts. Et puis moi, je devais larguer la bombe quand un des deux m'appelait. Puis là, je devais crier dans la... Il y a 300 personnes ici. Puis là, je devais crier « Monsieur Labrec, qui est le président de la STM, à cause de vous, mes collègues sont pris à niveau de quai parce que vous n'avez pas respecté votre plan de transport, blablabla. » Mais il n'y a pas personne qui m'entendait. Puis à côté d'un micro, j'ai voulu le prendre, puis ils m'ont interdit de le faire. Fait que là, je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? » Alors, je suis sortie dans le lobby pour voir, penser à mon affaire et la plus belle occasion. Michel Labrec, que je pensais qu'il était dans la salle, il était après donner une entrevue à CBC. J'ai tout interrompu. Fait que c'est comme ça. Puis on a évidemment mes collègues. Étais-tu là? Non, ben, je suis pas en retard. Ah, ok, bon, t'es en retard. À cause de l'STM. À cause de l'STM. Et c'est ça, ils sont restés quand même 4 heures avant qu'on les sorte. Ils sont restés à niveau de quai pendant 4 heures de temps. Puis on avait même des journalistes qui étaient activistes parce qu'ils n'avaient pas le droit d'aller filmer en bas, puis ils sont allés pareil. Fait que encore là, c'était des belles images. C'est sûr que c'est des choses qui... On ne peut pas se permettre de faire ça improvisé trop. Puis on veut pas... On veut... Tu sais, quand on disait tantôt, le s'allier avec d'autres organismes, c'est parce que des fois, on ne sait pas jusqu'à quel point ils sont de manigance peut-être avec ceux qu'on vise, des fois la STM. Fait qu'on n'ose pas trop le dire d'avance non plus, bruiter la chose. Fait que des fois, c'est pour ça qu'on est un peu tout seul aussi. T'sais. On se dit, on va faire foirer notre affaire, on va faire une action qui va revendiquer quelque chose puis qui va donner de quoi aussi. Fait qu'on a obtenu un rendez-vous avec Michel Labrec. Puis malheureusement, il nous a dit que c'était là. Il nous a dit que non, il ne pouvait pas demander des sommes additionnelles au ministère du Transport du Québec pour compléter, pour rendre la mise en accessibilité des stations de métro plus rapide que ça. Fait que c'est pour ça qu'on a porté plainte à la commission. On en fait le plus souvent qu'on peut. En fait, c'est parce que c'est ça qui attire plus l'attention du public. Fait que, il y a probablement quelque chose qui s'en vient bientôt. Là,
dans le Vieux-Montréal, Fab Saint-Paul. Très bientôt. On va vous en parler. Oui? Vous ne voulez pas en savoir plus que ça? Je suis curieuse. Ben, ça existe depuis 2009, vous avez dit tout à l'heure. Ça a été quoi vos victoires là, depuis 2009, l'avant puis maintenant? Ben, les victoires, je vais vous avouer qu'il y en a qui sont sur le chemin. Mais des victoires, il y a eu, c'est peut-être mince pour vous, mais pour nous, c'est 2 ans de travail acharné. Les terrasses de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Ça faisait 2 ans qu'on les travaillait. Et puis, pour la majorité, c'était des terrasses surélevées. Il y en avait quand même 88 là, okay, sur le plateau Mont-Royal. Fait que nous autres, on est du plateau Mont-Royal. C'est là que moi j'habite. Puis le siège social, en fait, du Rapplique est chez moi. Fait que c'est là qu'on habite. Puis c'est là qu'on est souvent aussi. On fait nos réunions là et tout ça. Fait que c'était inacceptable que l'endroit où on habite. Fait qu'on a eu ça. Ensuite, comme victoire, ben, mon Dieu, c'est des victoires bien concrètes. Je dirais qu'on a gagné beaucoup en reconnaissance, okay, déjà au départ, de la part sur l'échiquier municipal, là, quand même, on commence à être plus reconnu. Ils nous considèrent moins comme le caillou dans la chaussure, je dirais. Les bureaux de vote, okay, au niveau municipal, c'est pas gagné, mais ils savent que quand on leur demande quelque chose, ils sont mieux de le faire parce qu'on les lâchera plus. C'est bien ça. On a une plainte aussi dans la commission pour les élections municipales. Parce que moi, j'ai perdu mon droit de vote le 1er novembre 2009. Puis pour moi, c'était bien important. Puis je l'ai perdu parce que on voulait m'obliger à aller voter par anticipation. Puis tout peut se passer dans la dernière semaine. Là. Fait que moi, je voulais aller voter la journée même. Puis mon pôle n'était pas accessible. Je le savais, mais je me suis fiée à mes élus. Je me suis dit, ben, probablement qu'ils vont m'organiser quelque chose. Ben, ils n'avaient pas rien organisé. J'ai perdu mon droit de vote. Parce qu'ils n'ont même pas voulu m'accommoder raisonnablement en montant un isoloir et une table dehors. Alors, c'est ça. Fait que j'ai dit, ben là, je poursuis la Ville de Montréal pour ça. Et ça devrait passer incessamment. C'est extrêmement long quand on va aux enquêtes. Mais si on garde ça en médiation, on ne peut pas initier de jurisprudence. Fait que ça donne quoi, tu sais? Selon moi, c'est mieux d'aller en enquête, mais c'est extrêmement long, malheureusement. Oui. Il n'y a plus personne. J'en ai une autre question. Oui. Pourquoi pensez-vous que vous êtes tant oublié, en guillemets, ou justement, comme tout à l'heure, on disait que c'était un acte indirect, bon. Mais c'est tellement basique d'aller pouvoir aller voter. Quand on y pense, si les gens savaient ça, vraiment, la population, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller chercher aussi je sais pas, je me demande, pourquoi est-ce que... Pourquoi? Ben pourquoi? C'est parce que, premièrement, avant, on était affectueusement, et si je remonte aux années 50, 60 et même au-delà, on était affectueusement appelés les infirmes, nous, les personnes handicapées. C'est comme ça qu'on nous appelait. Et on vivait en institution. Plusieurs d'entre nous étaient à mobilité réduite, puis finalement, ben, on nous attribuait aussi une déficience intellectuelle, qui n'aurait pas été de notre faute non plus. Mais à cause qu'on était en fauteuil roulant, ben, on pensait que forcément c'était le cerveau qui fonctionnait pas. Fait qu'il y avait des abus de toutes sortes aussi de cette façon-là. Puis la société ben, a comme évolué avec cette mentalité-là que les personnes vivaient en institution, tout ça. Et là, il y a eu le phénomène de la grande désinstitutionnalisation, moi j'ai de la misère à dire ça, qui s'est passé entre 61 et 95. Okay? C'était quand même là, sur tout ce temps-là. Bon. Puis on a pensé que les gens, que la société, okay, entre guillemets, de gens normaux, okay, qui n'ont pas de limitation, allait tranquillement s'habituer à ça. Malheureusement, pas assez. Parce qu'on l'a vu juste avec les élus de la Ville de Montréal qui sont censés quand même être sensibles à cette réalité-là, en nous disant que ben, vous ne pouvez pas nous faire payer pour des erreurs du passé. Ben, je regrette.
On est allé sur la Lune. On doit être capable de faire des constructions de plein pied. On doit être capable de rendre des stations de métro accessibles, sans compter que la majorité des grandes villes dans le monde, si on commence juste par Toronto, le métro est plus vieux et pourtant la moitié des stations ont été mises en accessibilité. T'sais. Fait que quand Montréal se compare, en tout cas dans le temps de Tremblay, là, quand Montréal se comparait avec Victoriaville ou Drummondville, où il n'y a pas de métro, bien évidemment. Alors, je pense que le facteur vient de là. Les mères de famille ne sortaient pas dans ce temps-là, étaient attachées après la patte du poil, comme on disait. Je sais, la mienne était accrochée après la sienne. À l'âge que j'ai, quand même. Il y a quelqu'un dans ce coin-là qui avait levé la main. Oui, monsieur? On pourrait parler d'aménagement urbain, parce que j'en avais déjà beaucoup parlé, l'accessibilité des terrasses, tout ça. En fait, étant au ranch, entre autres, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le quartier des spectacles, qui est une horreur d'accessibilité. Et on sait que, je pense que la rappelé que j'ai oublié, je pense que c'est rendu au moins 20% d'ailleurs. Mais le fait que ça semble se multiplier, ce genre d'aménagement-là. Donc, en fait, j'aimerais savoir comment le RAPLIC se positionne dans tout ça, parce qu'en fait, le fait d'avoir moins de trottoirs ou d'élargir les places ou ces choses-là ne nuit pas nécessairement à certains handicaps, mais peut nuire à d'autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, tout à fait, ben oui. Comment vous vous positionnez, vu qu'il y a des gens de petits handicaps qui peuvent être membres de votre organisme et que vous travaillez en partenariat? Oui. Ben c'est justement, c'est ce que je disais tantôt, c'est que quand ils ont décidé, je ne me souviens pas exactement quand, mais de créer cette place-là, le quartier des spectacles, de faire des aménagements, des zones de rencontre. En fait, là, un petit peu, là, on appelle ça comme ça, comme la place d'armes maintenant, comme il y en a beaucoup en Europe. Ils ont consulté divers organismes du milieu associatif. Et puis, comme je disais tantôt, c'est ça là, qui est un gros problème. Souvent, certains sont subventionnés par la Ville de Montréal ou tout ça. Jusqu'à quel point, écoutez, on parle d'un système de corruption et de collusion dans la Ville de Montréal, mais c'est pas juste là que ça existe, malheureusement. Okay? Fait que, ils ont peut-être répondu que ce qu'il fallait qu'ils répondent en vertu de ce que la Ville voulait que ces organismes-là répondent. Puis, les sociétés qui sont justement mandatées pour faire les aménagements, je ne veux pas les nommer, là, je me mords la langue, puis les gens ne savent pas le dire, mais sont partenaires de la Ville de Montréal aussi. Fait que, tu sais, je me dis, dans quelque part, ils ont fait ça sans consulter vraiment trop. Et il n'y a pas juste pour les personnes non-voyantes que ça représente un problème, que ça pose problème, parce que nous aussi, en fauteuil roulant, bien qu'on ne le sait pas, là, à un moment donné, où c'est qu'on traverse, il n'y a pas de dénivellation. Ça a l'air facile, ça a l'air de... Tu sais, bon, on peut se promener, tout ça, mais c'est très compliqué, le quartier des spectacles. Pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est encore pire, parce que les petits clous podotactiles qui sont facilement arrachables, la petite fontaine qui part quand tu passes dessus, c'est assez surprenant quand tu vois pas, tu sais, puis tu as un petit jet d'eau qui te passe en dessous de la jupe, là, c'est comme... ça peut surprendre, là. Il y en a qui peuvent peut-être aimer ça, mais c'est surprenant, tu sais, quand tu t'attends pas à cette petite jouissance-là, là, c'est toutes des choses qui font en sorte que c'est comme si ça ne va pas être important que les bonnes personnes soient justement consultées par rapport à ça. Fait que c'est un dossier qui va être né très, très loin. Et puis, c'est sûr que nous autres, on appuie le RAM à 100% là-dedans. Il y a d'autres organismes aussi qui veulent embarquer. Il y a des regroupements d'organismes qui veulent embarquer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe veut absolument aussi s'approprier ce dossier-là. Et non seulement qu'il ne faut pas qu'il y en crée d'autres aussi, des zones de rencontre comme ça. Parce que ça devient un grand, grand, grand problème. Il faut qu'ils arrêtent de sous-estimer les gens comme une limitation. C'est ça, c'est une question de principe. Dans l'arrondissement, là, ils viennent encore de côté du métro Laurier.
Oui. Anne se bat encore, malgré Dieu. Puis de dire, oui, mais on fait des trottoirs moins hauts, mais il y a des trottoirs pareils. C'est ça. Ils sont tellement bas que C'est ça. ça marche pas. Mais je pense que vous avez quand même la firme revendicatrice au RAM. Vous avez changé de directrice générale. Récemment. Oui, c'est ça, récemment. Puis je pense que quand même vous êtes sur la bonne voie. Il s'agit de ne pas se laisser faire. Il faut revendiquer parce que encore là, il y en a que c'est volontaire, qui ne veulent pas nous écouter, puis il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Fait que ce soit pour une raison ou pour une autre, il faut se lever debout, puis il faut se dire, hey, moi mes taxes, là, ils me font pas de cadeaux, hein, quand je les paye. Je paye le même prix que tout le monde. Puis il n'y a pas personne qui paye mes impôts non plus. Fait que, à partir de ce moment-là, puis je pense que je suis aussi scolarisée, puis des fois, sinon plus que d'autres dans la société. Moi, je suis capable de parler, moi aussi, puis leur dire, je suis une citoyenne à part entière. Et puis la seule différence, comme dirait notre collègue, la seule différence entre vous et moi, c'est mon fauteuil roulant. On a un collègue qui dit souvent ça. Et puis, c'est la différence, c'est toujours dans les yeux de la personne qui nous regarde. Hein. Fait que il n'y en a pas de différence à part ça. On est tous pareils. Puis malheureusement, on est confrontés, je dirais, ça peut nous arriver du jour au lendemain. Des fois, la vie bascule assez rapidement. Moi, je faisais de la danse de compétition, j'en ai fait pendant 19 ans. Je faisais de la danse latine puis du rock'n'roll acrobatique. Mon deuil est fait, là, c'est correct. Là. Mais je savais pas, j'étais à des années-lumière de me douter qu'un jour, je ne marcherais plus du tout. Fait que je suis loin de danser, on s'entend dessus. Fait que si on se mettait un petit peu plus souvent, ne serait-ce qu'une seconde, une fois de temps en temps, dans la peau des autres, puis en commençant par ces décideurs politiques-là, peut-être que ça créerait un meilleur climat de société, je pense. Pour les incultes, c'est quoi la RAM? C'est quoi l'autre organisme? L'Europe? Oui, c'est ça. Ah, c'est parce que je les ai dit vite tantôt. Le RAM, c'est le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métro. Et l'Europe, c'est le regroupement des organismes de promotion du Montréal Métro. Merci. Et le RAPLIC, ben, on l'a dit tantôt. Puis on trouvait l'acronyme bien beau. D'ailleurs, c'est Laurence Parent qui a composé le manifeste, qui a trouvé l'acronyme aussi. Fait que, parce qu'on a passé bien proche de s'appeler, ça n'a aucun rapport, Appliqué. Fait que, j'ai dit, trouve-nous quelque chose tout de suite, parce que dans ma tête, ça me faisait comme Agadoudou. Là, je me disais, à toutes les fois qu'on va dire ça, ça va être l'horreur. Fait que, heureusement qu'on s'appelle le RAPLIC, là, parce que ça a passé tellement proche. Ouais. Puis le manifeste en passant, moi j'ai vraiment la prétention et le fantasme ultime qu'un jour, je vais lire ça sur les peines d'Abraham. Ouais. Moi, j'ai de la misère à le lire fort, OK, à haute voix, parce que on dirait qu'il vient me chercher en quelque part, puis je verse ma petite larme à toutes les fois. Mais quand je le lirai, ces peines d'Abraham, j'aurais peut-être pris une coupe de drink pour m'empêcher de pleurer. C'est moi qui vous remercie d'avoir été présent. Laissez des cartes, puis il y a des chartes, ceux-là qui en veulent. Soyez pas gênés, c'est vos impôts qui payent ça. Je vais laisser des cartes là. Madame Linda Gauthier, présidente du RAPLIC, le réseau des activistes pour l'inclusion au Québec. Oui, j'ai pas la tête. Excusez-moi. La semaine prochaine, je prends ma Peut-être quelque chose aussi, M. Géron, je ne sais pas si c'est un certain niveau, c'est la discrimination que l'affaire de son cours de l'étagère. J'ai un autre ami qui est
la situation financière de l'Angleterre. Énormément de misère à se trouver l'automatisation et l'adapter en fonction de ce qu'on fait et son Focus. de stations de ski à moyen. Non, ça focus pas. Rappliq.org. RAPLIQ.org. Peut-être tu en sais, vous enseigner quelque chose. C'est bien certain, ça fait partie encore de ce que je disais tantôt, le milieu scolaire, les institutions d'enseignement, ça aussi, ça pourrait être différent. Alors, c'est la fin de cette web diffusion de la conférence du Rappliq à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'avoir été des nôtres sur 99media.org.